Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 9. Épisode 9. C'est le top 100 de Balado Ludique. 100. Le top 100. Le top 100. Une journée, une saison. 300 jeux bien denses, aucune actualité que des gens qui parlent de jeux. Sortez vos calepins et si c'est votre premier épisode, bonne chance. Ben non, on est là. 23h50. Il nous reste 2 épisodes. Tranquille. Ça c'est bien fait, là. Ça fait 13 heures à peu près qu'on a commencé. Mais on n'a pas encore évalué là, la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai, JF, j'aime ton enthousiasme. Ça va assez bien. La plupart des gens avaient dit qu'on n'arriverait pas à en faire plus de 7 consécutivement. Personnellement, Bam, et voilà. Ben ouais, c'est ça. fait. On est déjà dans à la 8. poche. Donc, moi, c'était mon objectif personnel, 8. Et on est au-delà des choses. Jeff voulait en faire 10. Et Jeff, je crois que ce sera toi l'heureux gagnant de cette aventure. Je pense que ça va être le 10e le plus dur. Mais on n'est pas encore là. On a encore un peu de café, un peu d'énergie dans les veines pour continuer à défricher ce top 100 BGG et nos top 100 personnels. Moi, j'ai pas de café. Là. Je vois que toi, t'en restes un petit fort. Je vois la différence de ton et d'énergie. Il va D'ailleurs, falloir peut-être que je m'en fasse un une petit... petite pause café, tout, là, non? Non, c'est bon. Okay. On continue, on est là. L'épisode est lancé. Je prendrai une pause café quand on aura terminé l'épisode 9 de 20 à 11. Là, on est rendu dans un top 20. Ouais. Les jeux qui sont là, sont des jeux qui sont connus de la plupart des gens. Ce qui est excitant, c'est vraiment juste de découvrir dans quel ordre on les a mis. Je dois vous avouer, et on parlait de méthodologie et tout ça, JF et moi, on s'est très peu consultés sur l'ordre de nos jeux. En fait, je sais même pas, je dois avouer, là, je ne connais pas ces 20 prochains jeux. Peut-être que j'en connais un petit peu, je me doute un peu de ce qu'il peut y avoir dedans. J'imagine que tu as vu un petit peu ma liste, quelques petites choses, mais qui s'y trame. C'est ça, exactement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'en vient, donc c'est assez excitant. On va aussi comparer là, BGG, bien entendu, à cette liste. Le top 20 de BGG, c'est des jeux qui sont solides. On a beau aimer, ne pas aimer. C'est des jeux que beaucoup de gens ont donné des bonnes notes. Et on sait que pour moi, la communauté des joueurs est encore capable, dans une certaine mesure, de donner des notes relatives. C'est encore des classements qui valent la peine d'être consultés, les classements de BGG. Je pense qu'il y a une assez grande part des gens qui vont voter pour que ça ait un impact. Et oui, absolument. Après ça, ça reste mitigé comme sujet. On peut le croire ou pas le croire, mais au bout du compte, ça donne une bonne idée de où se trouve le jeu et une bonne idée de jeux qui pourraient vous intéresser. Après ça, on a parlé tellement de jeux obscurs qui sont probablement même pas dans les genre 1500, 2000 premiers jeux exact. de BGG. Fait qu'au bout du compte, il y a un peu de tout. Faut pas juste se fier à ça et juste y aller avec son instinct, avec des jeux qui nous donnent envie. Et c'est ça ma liste. Les top 20, là, c'est pas nécessairement les meilleurs jeux au monde, c'est juste les jeux qui me font le plus capoter et qui me font triper. Il y en a que c'est vraiment sentimental, plus que mécanique ou autre, mais il y a des jeux là, assez qui me tiennent à cœur là-dedans. Oui, absolument. Et en fait, on va peut-être même jouer à un nouveau jeu là, en parlant de ça avec le numéro 20. Arkham Horror de Card Game. Et ça, c'est le numéro 20, bien entendu, de BGG. Donc, le petit jeu Brûle-ou-garde. Le petit jeu comment? Brûle-ou-garde. OK. Brûle-ou-garde. Arkham Horror, écoute, on en a parlé. On en a déjà parlé un petit peu. Moi, je le brûle. Brûle-ou-garde, c'est ça que tu dis. Je me disais, je suis pas sûr qu'il comprend ce que je dis, mais en même temps, je pensais que ça valait la peine de... Je croyais vraiment que tu parlais un autre langage. Mais bon, je trouvais pas le lien avec le Cthulhuesque. Brûle-ou-garde, tu brûles pas ça, tu le revends au pire, tu l'échanges. Ça a une bonne valeur. Là. Check ça, top 20. Top 20, c'est bon, tu peux pas le nier. Dans les choix. Top 20, tu peux pas le nier. C'est vrai. Là, tous les autres jeux que tu étais
plus ou moins chaud, tu l'as accepté quand il était là dans la liste. Et là, c'est les jeux plus bas, là. Là, c'est les jeux plus bas, là. C'est le top 20, là. Number 20, pile poil dessus. Tu peux pas le nier. Moi, je vais en brûler 10 dans le top 20, c'est bon? Bon, ben, c'est ton premier, j'imagine. Exact. J'ai déjà dépassé ma première allumette. C'est quoi ton top 20? C'est quoi ton 20 à toi? Mon numéro 20, il s'agit du jeu Imperial Settlers. Imperial Settlers, bien entendu, encore une collaboration. Ignacy Cevicek sur le coup avec Portal Game, une compagnie qui fait dans l'excellence, en fait. Imperial Settlers, une réimplémentation là, d'un jeu qui s'appelle 51 State, mais bon, je le connais plus ou moins. Je pense que le jeu est quand même assez différent aussi. On va jouer des empires, en fait, qui vont se développer. Chaque empire a son deck de cartes unique. On a les Romains, les Égyptiens, les barbares, les Japonais. Et aussi, il y a un gros paquet de cartes neutres. Alors, on va jouer, on va alterner, pas on va alterner, mais on va jouer, si on veut, dans deux paquets, les cartes de notre faction et les cartes neutres. Les cartes, c'est tous des bâtiments qu'on va construire, en fait, pour bâtir nos cités et tout ça. Donc, gros jeu de cartes, de combos. À chaque tour, on va produire toutes nos cartes de production. Donc, on a plein de cartes. La thématique est belle. Le jeu est emballant. On sent quand même notre empire qui se développe. En plus, chaque faction a... si on veut, a ses synergies, ses groupes de synergie. Donc, chaque faction a plusieurs manières d'être jouée. J'ai beaucoup aimé le Imperial Settlers. Je trouve que c'est un bon jeu de cartes et de gestion de ressources à la fois. Là. Il y a beaucoup de ressources dans le jeu, plein de petits jetons de couleurs différentes. Ouais, oui. C'est un jeu qui... J'ai le regret de ne pas l'avoir joué encore, pas l'avoir essayé. Donc, je ne peux pas être là, mais on parle souvent et quand même apprécié là, pour la plupart des joueurs à qui j'ai parlé, qui l'ont essayé. Ça a l'air bon, mon choix. De mon côté... L'une des phrases les plus dites, je pense, de la journée. Ah ouais. De mon côté, de ce côté, du côté de... J'espère qu'il y a peut-être des gens qui ne l'auront pas trop remarqué, mais bon. Non, que tu le dis. Ça va être plus difficile. Désolé. Alors, mon numéro 20, c'est un jeu tout récent et le jeu hybride par excellence. Pour l'instant, c'est le jeu Chronicle of Crime. Donc, jeu d'enquête de police où nous sommes littéralement des enquêteurs. Chronicle of Crime. Chronicle of Crime. Et nous sommes donc dans la peau d'enquêteurs qui devront résoudre un crime. C'est évidemment un jeu à scénario, plusieurs scénarios dans la partie de base, des scénarios qui sont achetables, téléchargeables directement sur l'application parce que oui, il va y avoir une application. Et finalement, il y a aussi des extensions physiques qui sortent pour le jeu pour rajouter des nouvelles ambiances, des nouvelles scènes. Donc, très hâte de voir ça. Chronicle of Crime, pourquoi c'est un jeu hybride? C'est parce que l'utilisation du cellulaire, donc d'une application, est primordiale au jeu. Parce que lorsqu'on commence un crime, une enquête, on va souvent aller sur le lieu du crime. Et sur le lieu du crime, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'observer et on va prendre son cellulaire et on va observer le lieu qui nous entoure et on va dire à voix haute, donc aux autres joueurs, quel élément on trouve. Donc, un arme à feu, du sang, des gants, des vêtements. Et tout ça, on va les retrouver en carte et les autres joueurs vont devoir les mettre sur la table pour que ces éléments-là, on puisse les utiliser plus tard. Finalement, les éléments ainsi que tous les personnages qu'on va rencontrer, donc les gens qu'on va côtoyer, ont des petits QR codes qui nous permettent d'être scannés avec l'application. Et l'application, quand on scanne un personnage, on est en train de lui parler et donc on peut scanner ensuite un objet et donc lui poser une question à propos de cet objet-là. C'est bien fait. Oui, c'est ça, exact. Qui peut nous donner plus ou moins d'informations pertinentes, dépendamment. On a aussi 4 experts qui sont là, qu'on peut consulter. Donc, l'espèce de médecin, le psychologue, tout ça, qui peuvent nous donner de l'information sur des profils ou sur des choses retrouvées sur le corps. Donc, écoute, c'est je pense qu'il est dans mes
plus haut placé dans les jeux de déduction de ce type. C'est quand même un style de jeu que j'aime beaucoup. Et Chronicle of Crime, par son aspect vraiment innovateur, avec l'utilisation du cellulaire et de cette hybridation-là très bien utilisée. Et il fait partie de mon top. C'est un jeu qui est absolument à essayer, que j'ai adoré. C'est Chronicle of Crime. Là, Ça va, JF, Simon? ouais, mais Qu'est-ce qu'il y a? là, je capotais, en fait, quand je checkais la liste des 20 jeux qui nous restaient. Je regardais ma liste, puis là, j'étais comme, oh, c'est des chefs-d'œuvre. En fait, on est rendu Ouais, on a traversé une épopée pour arriver à ces jeux-là qui sont comme pratiquement plus c'est parfaits la crème de la crème. les uns que les autres. Et là, j'étais en train de penser à ça, je divaguais, tout ça, j'étais tellement heureux. Et là, je t'entends parler de Chronicle of Crime De quoi? pendant 5 minutes. Et là, je suis comme, ce gars-là a complètement pété les plombs. Mais voyons donc. Tu l'as joué? Tu l'as essayé? Oui, je l'ai Ok. essayé. Puis en fait, moi, la seule chose que je me demande, à quel point justement ce jeu-là, il est cool et excitant sur pas le long terme, dans le sens est-ce que dans 5 ans, il va encore être cool, mais si je joue 7-8 parties, est-ce que c'est le genre de jeu que je vais jouer 7-8 parties? Est-ce que je vais jouer 5 parties? Est-ce qu'il y a une espèce de campagne qui va... c'est quoi un peu le scénario à long terme sur ce jeu-là? C'est ça que j'ai pas réussi à voir parce que j'ai pas assez joué, en fait, pour vraiment savoir. Mais est-ce que c'est un jeu qui reste un peu trop facile, un peu trop simple ou j'aimerais que tu m'en parles un peu de cet aspect-là. OK. Dans le fond, moi, j'ai pas essayé encore les extensions de nouveaux scénarios. J'ai pas mal passé à travers les scénarios qui venaient dans la Ouais, boîte. OK. Puis, j'ai vraiment envie d'en essayer d'autres, là. OK, Ce qui est problématique, c'est toujours, tu te dis, OK, je vais acheter un jeu. Forcément, après un certain point, il va être un peu désuet Ouais. parce que quand tu passes à travers les scénarios, tu passes à travers les scénarios. Mais c'est pas plus problématique que dans Sherlock Holmes Detective Conseil ou ou dans d'autres jeux à scénario. Ouais. Tu sais. Ça reste pas des scénarios longs. Là, tu sais. Une partie, c'est pas comme Sherlock que c'est 4 heures, 3 heures, 4 heures, c'est plus comme 1 heure et demie. Ouais. OK. Après ça, la majorité des parties, on les a gagnées, peut-être sauf une. Fait que niveau de difficulté, dur à dire. Je me considère pas comme un expert en jeu de déduction, mais je pense qu'il y a quand même un niveau dans le sens qu'il y en a plusieurs énigmes qu'on aurait pu pas avoir, enquêtes qu'on aurait pu ne pas Ouais. avoir, mais qu'on a eu le flash au bon moment ou juste OK. comme la petite indice qui a tout fait débloquer parce que c'est vraiment comme tu le sens là, comme à quel point c'est un jeu d'enquêteur au point où à un certain point tu penses, tu as plein d'éléments, mais tu sais pas comment les relier. Puis une information fait en sorte que tout se lie. Et là, tu es comme, ah oui, c'est ça. Ah oui, puis tu sais, comme tu as le flash de l'inspecteur qui a lié le bon fil et qui a vu tous les liens qu'il y avait entre les personnages, puis qui a compris des trucs qu'il ne comprenait pas parce qu'il ne comprenait pas c'était quoi la vraie situation. Tu sais, fait que quand tu as ce genre de flash, C'est comme, vraiment ah cool, ouais, on là. l'a. Tu sais, puis c'est un peu comme, tu sais, à la fin, c'est un peu comme, même chose Sherlock, tu réponds des questions. Tu réponds Ouais. des questions, ça se peut qu'il y en ait que tu n'avais pas vu, des trucs comme ça. Mais quand tu sais que tu l'as, puis que tu as les questions, puis que tu les vois, puis que tu sais c'est quoi la réponse, c'est comme. C'est vraiment solide. Des fois, si tu es moins sûr, ben là, tu le sais. Pendant que tu es en train de répondre, tu sais que tu es comme, ouh, je pense qu'on ne l'a pas trouvé. T'sais, on n'est pas tout à fait Ouais. là. Puis là, il te pose une question, c'est vraiment bizarre comme question. On n'a jamais entendu parler de ça. C'est comme, ouh, shit. Mais tu sais, c'est comme, je trouve quand même que le défi est là et qui n'est pas nécessairement trop facile. Après ça, la rejouabilité, écoute, extension achetable numérique. En plus, ouais, ça c'est cool. Fait que tu sais, t'as rien besoin, aucun matériel à acheter, juste des nouveaux scénarios. Ça reste à voir, peut-être un peu cher. Je pense qu'on est dans les 8 par scénario. Peut-être un petit peu élevé, ça reste à voir s'ils sont intéressants. Puis des extensions physiques, parce que là, on est dans une thématique très British avec Chronicle of Crime. On est Ouais. à Londres avec Scotland Yard, tout ça. Tu as une extension qui te ramène aux États-Unis, plus film noir. Et tu as une nouvelle extension aussi qui est plus style Stranger Things. Oh, OK. Donc, OK. tu vois, qui nous amène ailleurs dans une espèce de... On part d'un jeu qui est très typique déduction, jeu d'enquête. Et là, avec les scénarios, il essaie de nous amener un petit peu ailleurs et d'explorer différents genres de ce style-là. Donc, moi, je suis excité à fond. Là. Les extensions aussi me tentent beaucoup. Là. OK, donc, c'est juste que, tu sais, non, mais tu comprends, là, on n'est pas en train là, de parler, hey, t'as joué à quoi hier, c'était-tu cool? Non. Le top 20 Ouais.
Top 20, le jeu, C'est big, là. le Le numéro premier 1. jeu, c'est comme ça que C'est tu un jeu commences ton top hybride, 20. mon gars. C'est un jeu. C'est ça que je veux. Je veux que tu capotes en m'en parlant. Je veux être excité. Tu veux me par pousser ça. à bout, mon gars. C'est un jeu hybride. C'est en marge, là. C'est à la ligne là, du jeu de société. Ça repousse les limites. Tu comprends? Nice, là, je suis emballé. Ah, Numéro ça va être long, 19. cette émission-là. Numéro 19 sur BGG, le jeu Viticulture Essential Edition Brûle ou garde. Jouer avant de brûler. Ah non, c'est viticulture? Oui, excuse-moi, je me trompais. Moi, je ne vais pas brûler de jeu là-dedans. Là. Je ne vais pas en brûler. Là. Je garde tout. Parfait. Toi, tu le brûles ou tu le gardes? Moi, je le brûle. J'utilise ma deuxième allumette. Par contre, je le brûle purement gratuitement. Je n'ai pas joué, puis je jouerai sûrement pas. OK. Ouais, c'est purement un brûlage gratuit. De mon côté, en 19e position, le jeu War of the Ring. War of the Ring, un énorme jeu narratif dans lequel on va revivre la saga, dans le fond, de l'anneau, du Seigneur des Anneaux, à travers un jeu 2 joueurs là, qui va durer à peu près 3 heures, mais dans lequel on ressent vraiment les moments clés du Seigneur des Anneaux. Je dois vous dire, je suis un hater du Seigneur des Anneaux. Okay? Je déteste particulièrement les films du Seigneur des Anneaux. C'est un de mes plaisirs de trasher le Seigneur des Anneaux. Je décide de lire les règles de ce jeu-là, de jouer. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai joué à peu près 14 parties. 14 ou 15 parties de War of the Ring. Je me suis acheté les audiobooks, j'ai commencé à lire les livres, j'ai regardé tous les films, j'ai commencé à devenir un fan de Lord of the Ring juste à cause du jeu War of the Ring. Ça représente tellement bien l'histoire, toutes les phases sont là. Gros jeu de guerre, mais en parallèle, dans le fond, on va avoir vraiment la guerre, là, donc si on veut, le Mordor et tout ça contre les humains et les humains principalement et les elfes. Et en parallèle, on a l'anneau, donc l'anneau qu'il faut transporter secrètement, dans le fond, pour la jeter là, dans le volcan, pour la détruire. Donc, vraiment un jeu ultra thématique qui remplit très bien son rôle, qui rejoue l'histoire. On parle de, mettons, Twilight Struggle, justement, qui remet un moment historique. Ben, War of the Ring fait quelque chose d'assez similaire à ça. Encore une fois, avec un système de cartes. Un système de cartes qui va ressembler un peu à ça. Pas nécessairement aussi... avec une aussi grande dualité là, dans Twilight Struggle. C'est pas si tu joues une carte, ça va avantager les deux, mais les cartes peuvent être jouées dans certaines circonstances seulement, ce qui force l'histoire en fait à se dérouler. En fait, ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça fait le tour. Moi, je suis un grand fan de War of the Ring. Alright, j'ai bien hâte de jouer. Tu m'en avais souvent parlé, pas un grand fan non plus du Seigneur des Anneaux, mais écoute, si pour un hater comme toi, ça l'a passé, j'imagine que... Maintenant, je suis rendu, j'adore le Seigneur des C'est Anneaux. ça, hein? En voiture, ouais, j'écoute l'audiobook. Tu vas bientôt te claquer les films? Les films, je les ai regardés plusieurs fois. ouais, en fait, ouais. pendant les 2 semaines où on jouait à War of the Ring. Ah ouais, ça t'a vraiment plongé et donné intérêt pour l'univers. Là. Ben en fait, les films jouaient tout le temps quand on jouait au jeu. Et le soir, là, quand je me couchais, je laissais le film rouler un peu. Je regardais ça en fin de soirée. OK. Donc, ouais, c'était vraiment une chute profonde là, dans l'abysse. Mon numéro 19 est un jeu de placement d'ouvriers de 2012 que j'ai joué énormément et que j'aime toujours autant. C'est le jeu de Manhattan Project. Ouh! Le projet Manhattan dans lequel nous allons construire des bombes. On va faire des bombes Quel au maniaque! plutonium puis des bombes à l'uranium. Le top 20, JF! Hey, tu vas pas faire. Je vais pas te faire. Jeu, toi. Top 20, c'est un des jeux que j'ai le plus joué. Pour vrai, c'est un jeu que je me tanne pas. Jeu
qui est vraiment un jeu de construction, un peu d'économie et de machine, où on va acheter des bâtiments et c'est un jeu de placement d'ouvriers où on va jouer au centre. Donc, bon, classique, il y a plusieurs actions possibles. Généralement, quand tu prends une case, ça bloque les autres joueurs d'y aller. Tu vas placer, tu vas faire une action au centre du plateau et ensuite, tu vas pouvoir faire autant d'actions que tu le souhaites sur ton plateau personnel. Forcément, sur ton plateau personnel, tu vas construire des nouveaux bâtiments, des usines, des écoles pour te donner de nouveaux ouvriers et ainsi de suite. Et bon, autant que tu as d'ouvriers et de places disponibles, tu peux jouer dessus. Donc, c'est vraiment le concept de se bâtir un engin. Et comment ça se passe, c'est que à ton tour, au début de ton tour, si tu veux rapatrier tes ouvriers parce qu'ils vont rester là tant que tu ne les as pas rapatriés. Tu vas passer ton tour et tu vas tout rapatrier. Donc, tout ce qui était sur le plateau, tout ce qui était sur ton plateau personnel, tu le ramènes dans ta main. Au prochain tour, tu vas pouvoir réutiliser ces bâtiments-là de ton plateau personnel et évidemment du centre. Un jeu de placement d'ouvriers où tu as 3 types d'ouvriers, ce qui est quand même aujourd'hui, pas très souvent vu. Un ouvrier de base normale, un scientifique et un ingénieur. Évidemment, il va y avoir toutes ces usines à l'uranium ou au plutonium que tu vas pouvoir construire dans le but de construire du carburant et alimenter ces bombes. Et c'est une course parce que le but, c'est d'atteindre un certain nombre de points en bombes, en construisant des bombes. C'est vraiment la seule façon. Il n'y a pas 1000 façons de faire des points. Une seule façon, construire des bombes. C'est une thématique qui refroidit beaucoup de gens d'habitude quand j'en parle. Pourtant, c'est cette thématique de, bon, un peu la soviétique, là, l'espèce de guerre froide, un peu la course à la nucléarisation. Mais bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré cette thématique. La guerre froide, c'est un truc pour fabriquer une bombe atomique pour nuker des pays là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On nuke pas de pays dans le jeu. Là. On fait juste construire des bombes et les mettre dans les avions puis être prêts. OK. Mais oui, mais je sais que c'est un excellent worker placement. Par contre, ça m'avait jamais autant frappé à quel point thématiquement c'est étrange. Je ne sais pas s'il y a un message derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, ou c'est vraiment juste ça? Je sais pas, mais c'est sûr que je trouvais ça étrange peut-être du fait qu'on ne joue pas d'un pays en soi. Je pensais probablement que ça va être thématique de jouer un pays. Et dans l'extension, il y a une extension qui rajoute ça d'ailleurs, là, avec un petit pouvoir. Là. Il est complètement déconnecté. Numéro 18 sur BGG, Concordia. Est-ce que nous avons un triplet? Oui. Concordia. Ben oui, et c'est d'ailleurs c'est sur la ça. liste de BGG qu'on le retrouve le plus haut. Ouais. Brelougarde, je crois qu'on garde à 100%. Concordia, on a déjà parlé 2 fois. Et là, de voir qu'il est 18e, j'avais aucune idée en fait qu'il était si haut dans la liste. Là, ça me conforte dans mon choix et ça me remet dans l'idée que si je pouvais jouer un peu plus à ce jeu-là, probablement qu'il monterait dans mon top. Des bonnes chances pour moi aussi. Numéro 18, un jeu dont on a parlé en fait quelques fois. Et est-ce qu'on est sur un triplet aussi? Non, malheureusement, mais c'est le jeu Welcome. Welcome, un jeu de choisis et coche. Très cool, en fait, avec des cartes au lieu des dés, ce qu'on est habitué de voir dans des jeux comme ça, habituellement de roll and move, roll and write, si vous préférez. On va construire une ville, on va construire des quartiers résidentiels, en fait, avec des piscines, des clôtures, des belles maisons, des parcs. Vraiment très, très le fun comme jeu. Quand même stratégique, mais accessible à la fois. J'ai joué avec des gens qui sont moins gamers. J'ai eu un peu de difficulté. Là, il y a eu beaucoup de répétitions dans les règles au fil de la partie sur ce symbole-là, qu'est-ce qu'il fait comme effet. Mais les gens ont tous voulu jouer. Ils ont tous voulu jouer même une deuxième partie par la suite, quand ils ont vraiment compris comment ça fonctionnait. Ben là, on se lance avec plusieurs extensions à venir et spin-off. Donc, on en a dit le Doomsday Thematic Neighborhood, Ice Cream Truck, New Las Vegas, Outbreak Neighborhood, Christmas and Halloween. C'est incompréhensible, toute cette quantité d'un coup. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup d'une shot. Et en fait, on se rappellera, on a déjà parlé un peu de Abyss un peu plus tôt, qui était un espèce de jeu comme ça où ils ont sorti plein de versions rapidement, presque pareilles. Ça, on ne sait pas à quel point les versions sont identiques. J'ai hâte de voir.
Ils ont l'air de tout avoir un petit twist. Là, différent. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que je veux toutes les avoir, mais je serais intéressé là, d'observer lequel peut-être fonctionne le mieux, lequel est le plus différent et peut-être me le procurer. Welcome, pour moi, qui est un jeu aussi que tu peux jouer à plusieurs joueurs. En fait, ils disent de 1 à 100. La raison pourquoi ils disent 100 comme étant le maximum, c'est que dans le jeu de base, il y a 100 feuilles de pointage qui viennent avec le jeu. Mais bien entendu, ça peut jouer jusqu'à 1 million et même plus. Welcome. Ouais, bon choix. De mon côté, numéro 18. J'espère que c'est le jeu le plus épique. On est rendu dans les moments les plus Ben épiques. ouais, le top mais 20. surtout toi, là, tu vas capoter là-dessus. Là, tu sais, c'est un Vladoche Batil, là, tu sais, comme c'est tes jeux préférés. T'adores les jeux chaotiques de l'espace, où on est des truckers de l'espace, puis on transporte des choses, puis on essaye de pas se faire éclater la gueule par les météorites. Bien sûr, Galaxy Trucker, sorti en 2007. Un jeu gamer, un jeu de party, un bon jeu de party pour gamer. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça son style de jeu. C'est comme ça qui est bon. C'est dans ce style de jeu-là. On est dans un jeu de une phase temps réel de construction de vaisseaux où nous allons avoir un pool de tuiles au centre caché et une tuile à la fois, on va pouvoir les révéler, donc soit la placer sur notre vaisseau, soit la replacer face visible au centre de la table et ainsi de suite. On va construire notre vaisseau avec des canons, des moteurs, de l'espace pour l'équipage, pour l'énergie, des boucliers et ainsi de suite, plusieurs modules comme ça qui vont moduler et vont spécialiser notre vaisseau. Et notre but, ensuite, une fois que notre vaisseau est complété, on va passer à travers un paquet de cartes qui va nous présenter différents événements, donc des vides intersidérales. Tout le monde, on va dépenser de l'énergie pour avancer, donc faire propulser nos moteurs. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir évidemment des planètes. Et sur ces planètes-là, notre but, c'est un peu d'arriver les premiers sur les planètes pour être les premiers à avoir le choix de quelles ressources. On peut aller chercher des ressources qui valent plus cher que d'autres. Donc, c'est un genre de pick-up and delivery aussi dans l'espace où on se retrouve sur ces planètes-là, on ramasse. Pousse pas ta loc, là, quand même. Quand on revient sur la planète, nous faisons payer pour les ressources ramenées, à moins qu'elles n'ont été explosées par les débris météoriques qu'on ne peut pas toujours éviter. Et c'est l'aspect un peu chaotique et random du jeu qui donne un peu son charme, malgré un peu le manque de contrôle des fois qu'on peut avoir sur le jeu. Mais écoute, on est dans l'espace, on est des truckers de l'espace. On construit notre vaisseau à partir d'une cour à scrap. Là. Tu peux t'imaginer, là, c'est normal. En fait, tu vois, tu parlais de Galaxy Trucker, j'étais emballé, j'étais excité et à un certain point, mon excitation a totalement disparu. J'ai une relation purement amour-haine avec ce jeu-là qui fait qu'il n'est pas dans le top 100. Une des meilleures phases real-time dans tous les jeux, selon moi, la phase de construction du vaisseau. Une des meilleures mécaniques de construction. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes top jeux de construction de ville, on se rappellera. Juste parce que cette phase-là est tellement cool, tellement bien faite. Par contre, la deuxième phase, en fait, est tellement à l'encontre de la première, est tellement chaotique et longue et étrange que ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Oh, c'est juste un peu hasardeux. C'est un genre de prétexte. Quand même pratiquement tout vérifier les cartes. Oui, c'est vrai que tu as le contrôle là-dessus. Tu as comme tu roules des dés pour savoir où tes roquettes y arrivent. Où les météorites arrivent, puis oui, ça c'est hasardeux. Si tu n'as pas un canon à cet endroit-là, ça te rentre dedans. T'sais. Puis il y en a vraiment, il y a des trucs, tu peux te faire attaquer par des ennemis puis juste pouvoir rien faire. Puis tu as comme une pièce, mais c'est le genre de jeu, tu perds une pièce, puis là, si ça déconnecte une partie de ton vaisseau, c'est genre 12 pièces qui disparaissent avec toutes les bonnes ressources. Genre, puis là, tu reviens, puis tu avec plus rien. Genre. Fait que c'est quand même punitif. Après ça, je pense que l'expérience de jeu fait en sorte que tu réduis la chance par le fait que tu construis des meilleurs vaisseaux. Il y a quand même une carte dans le jeu qui dit comme il y a une pièce nowhere de ton vaisseau qui explose dans ton vaisseau. Ça, c'est la phase 3, c'est la seule carte random. C'est la carte, c'est la raison pourquoi tu as cette relation amour-haine envers ce jeu.
première partie de Galaxy Trucker, vraiment excitant. On est là. Il y a 3 phases dans le jeu. La première phase, un petit vaisseau. Deuxième phase, un deuxième vaisseau moyen. Un troisième phase, le plus gros vaisseau, encore plus de pièces. On construit 3 phases de construction. C'est vraiment cool avec cette mécanique-là. Et là, cette carte qui te dit tu vas perdre une pièce random de ton vaisseau. Tu vas rouler 2 dés pour savoir quelle Les pièce. coordonnées de ta pièce. Et là, toi qui avais un vaisseau clean, là, parfait, genre indestructible, parfaitement monté, bien rempli de ressources. La seule pièce, le cœur central de ton vaisseau, le cœur central, la pièce centrale, la seule pièce avec laquelle tu commences avant la construction de ton vaisseau, cette pièce, elle est complètement détruite et donc ton vaisseau au complet explose. Non, toutes les pièces sont reliées à cette pièce-là. Ouais. Si cette pièce-là n'est plus là, ça explose. La seule pièce qu'il fallait man, pas. Quelle tristesse! Non, mais on peut tristesse! la laisser de côté, cette carte-là, tu sais, c'est correct. Ouais, règle maison. Règle maison. Nice. Mais Numéro 17. Le GF, tu vas être content. Moi, je pense que c'est aussi un jeu qui a été très rapidement élevé là, dans le top de BGG. C'est le jeu Seven Wonders Duel. Ouais, bon choix. C'est un bon 7e choix. position. 7e. Très bon choix. Probablement pas beaucoup de jeux. Ah, ok, quand même. Un petit peu. Mais j'allais dire pas beaucoup de jeux exclusivement 2, hein, quand même, dans nos listes en général. Non. Et dans le dans top les 100, tops, en là. général, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a quand même quelques-uns Ouais. là, qui viennent se glisser, puis c'est des jeux très emblématiques. Mais là. les jeux, c'est ça. Exclusivement 2 joueurs qui sont là, tu vois que c'est pas n'importe lesquels. Dans le top 20, il y en a 3 ou 4. Là. 17e position, pour moi, il s'agit du jeu Empires. Empires, gros jeu d'échange de 2 à 10 joueurs. Recommandé au moins à 6-7 selon moi. C'est juste un gros jeu d'échange. Okay? À chaque tour, là, tout est un prétexte pour faire des échanges. C'est un jeu dans lequel il y a plein de ressources. Chaque ressource fait des points. Chaque personne a un peu des façons différentes de faire des points avec les ressources. Et il y a des phases d'échange où on va produire et s'échanger des ressources entre joueurs. La façon dont le jeu est construit et le fait qu'on peut échanger pratiquement tout, c'est juste trop bien fait. Juste pour vous donner un exemple, c'est un jeu dans lequel, et c'est l'exemple que je donne tout le temps sur ça, moi j'avais des dettes. Moi j'étais les Français. Et les Français, ils peuvent s'endetter pour générer plus d'argent maintenant. En fait, ils vont créer des dettes par tour, mais ils vont générer un lot d'argent maintenant. Et ces dettes-là, dans le fond, vont coûter un certain nombre à chaque début de tour. Mais moi, j'ai échangé mes dettes à quelqu'un. Donc, cette personne-là, je l'ai sûrement payé en ressources pour qu'il prenne mes dettes et qu'il, à chaque tour, paye la pénalité à ma place de mes dettes. Donc, vraiment, il y a plusieurs façons de manipuler le jeu, de s'accaparer des choses qui nous reviennent. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu qui a une thématique vraiment bizarre. Dans le fond, c'est un jeu industriel où on va produire des choses en temps de guerre, mais la pochette fait penser, la couverture du jeu a l'air d'un jeu médiéval. Il y a une couronne dessus, puis le jeu il mais est c'est horrible. pas un peu dans l'exploration des nouveaux territoires, tout ça? C'est pas un peu dans cette époque-là que ça se tient? Ou... Non, c'est un truc là, tu pourrais imaginer de Deuxième Guerre mondiale. Là. OK. Les populations se mobilisent pour générer des usines. En fait, c'est un truc industriel où on va générer des choses avec notre puissance d'usine, en fait. Donc, la puissance industrielle des pays, là, on est vraiment là. La Russie, c'est la fin des tsars qui termine. Mais c'est pour ça 1900, peut-être. C'est pour ça Empire, il y avait encore des rois, il y avait encore la royauté, mais c'était quand même là. C'était les usines. En fait, c'est un jeu d'usine. Donc, très bizarre, mais ô combien excitant. Chaque nation a ses façons très différentes d'interagir avec le jeu. Jeu d'échange là, à 9 joueurs là, où la table est longue. Il y a des joueurs auxquels tu parles pratiquement pas, à moins de te lever debout et d'aller près d'eux. Jeu échange totalement ouvert, plein de phases dans un tour qui régissent bien la partie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est ça, gros jeu d'échange à 10 joueurs.
qui dure maximum 1 heure. C'est Et cool, ça, c'est quand même assez fou parce que tu joues comme 3 ou 4 tours dans le jeu et chaque tour est très dynamique. Là. En gros, ça va être des périodes d'échange et tout le reste se fait automatiquement. Empires, un jeu qui va probablement passer obscur parce que passer inaperçu, il n'y a pas beaucoup de... Malgré tout, de gens qui sont des gros fans de jeux d'échange, il n'y en a pas tant que ça, mais Empire, c'est le jeu dans les conventions qui va peut-être ressortir de temps en temps et qui va frapper un coup de circuit à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un peu indie là, comme production, là. Peut-être pas de la grosse mass production à l'international. Je suis pas sûr qu'on va avoir le droit à une version en français non plus. Je pense pas. Puis en plus, c'est quand même étrange parce que c'est quand même un jeu qui est fait par WizKid. WizKid, qui n'est pas une petite compagnie là, qui font justement Fury de Dracula, Marvel, Dice Game, les Master Dice, Warriors, Mage Knight de Board Game. Donc, quand même une compagnie qui a fait beaucoup de jeux. Des jeux souvent un peu compétitifs. Et là, ils sortent ça, mais on dirait qu'ils ont comme un peu raté la cible là, au niveau du marketing, au niveau du design du jeu, de la direction artistique. Mais le jeu en est pas moins un chef-d'œuvre de la négociation. Alors, de mon côté, le numéro 17, c'est le jeu Sid Meier's Civilization A New Dawn, donc la version de 2017. JF, j'ai hâte que tu nous en parles. Toi, tu le connais beaucoup mieux que moi. Tellement de pression, Simon. Dans Civilization, bon, la nouvelle itération, donc nouvelle version de ce jeu de société qui a inspiré le jeu vidéo, qui a inspiré le jeu de société, parce que oui, ça date de très loin. Donc, c'est un cercle infini d'inspiration. Version du jeu de table dans les années 80. Et donc, on a ici une version un peu mixte, comme tu disais, il y a quelques semaines. On dit que ça fait juste des heures. Ça fait combien d'heures qu'on est là? Ça fait quand même pas mal d'heures. Hein? Au début, là. Mais... dans Civilization, ouais, un peu des mix entre le Civilization de l'ordinateur 6 et 5, je dirais avec une grande inspiration thématique. En fait, visuellement, je trouve qu'il me fait penser un petit peu plus au 5. Visuellement, mais les hexagones rappellent vraiment le 6. Le 6, c'est ça. Donc, pour moi, un genre de version hybride entre le 5 et le 6, alors que la version précédente de la Civilization de Board Game, on est plus dans le 4. Ouais, ben en fait, c'est beaucoup plus clair en fait, aussi que c'est le 4. Là, ici, on sent que c'est un genre de mix. Et ce que j'aime particulièrement de cette version, c'est que justement, ils ont fait aussi un genre de mix entre le jeu de table et le jeu de vidéo. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins proche de ce qu'on était avec d'anciennes versions du jeu vidéo. On est beaucoup moins dans un jeu beaucoup moins complexe et intense au niveau des mécaniques, mais dans un jeu qui nous donne quand même l'impression d'être dans ce genre de gros jeu massif avec plein de choses qui se passent parce que les mécaniques sont un peu raccourcies, mais donc qui ne sont pas identiques à la thématique, qui ne sont peut-être pas intuitives, mais une fois qu'ils sont comprises, donnent le sentiment qu'on recherche dans un jeu de civilisation. Donc, un jeu de civilisation, on a 5 cartes devant nous, et ça, c'est vraiment la petite mécanique qui fait toute la beauté du jeu, tant qu'à moi. On a 5 cartes devant nous, et on a une petite... plaquette là, de carton sur laquelle il y a les 5 emplacements des cartes du numéro 1 à 5. À chaque fois qu'on va activer une carte à ton tour, dans le fond, tu actives une de tes 5 cartes, donc une des 5 actions possibles, tu vas activer la carte et généralement, la carte va te dire de faire une action qui a rapport au numéro où est positionnée ta carte. Généralement, si ta carte est positionnée en numéro 5, ça te donne plus d'actions, donc une carte plus puissante que si elle est positionnée en numéro 2. Ensuite, une fois que tu as résolu l'action, tu prends ta carte que tu viens d'activer, tu la mets en position 1 et tu glisses toutes les cartes vers la droite. Donc, cette petite mécanique-là, qui est très simple, donne toute une grande profondeur au jeu et toute la complexité de la civilisation et le fait que, bon, tu viens d'utiliser une carte à 5 mais, pour construire une ville, mais ça va te prendre du temps avant de pouvoir en construire une sur une montagne parce qu'il faut qu'elle soit au niveau 5, mais là, tu viens de la replacer en niveau 1. Donc là, tu as 5 tours. Tu sais que ça va prendre 5 tours avant qu'elle se rende au niveau 5 pour pouvoir faire ton autre action. Je ne vais pas rentrer en détail là, dans tous les types d'actions, mais au bout du compte, les 5 cartes qu'on a, c'est
des technologies, et ces technologies-là vont pouvoir être évoluées. Donc, une de nos cartes nous permet, une de nos actions, dans le fond, nous permet d'augmenter notre science, et la science, à un certain point, nous permet d'augmenter nos cartes. Donc, la carte économie, ben maintenant, je vais aller me chercher la carte niveau économie niveau 2, et maintenant, elle me donne souvent une action plus puissante et différente que la carte de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces technologies-là, ils suivent le courant. On part du début de la civilisation vers l'âge moderne, et on a vraiment les technologies de l'Antiquité, du Moyen Âge, et ainsi de suite jusqu'à l'âge moderne. Et on peut voir aussi qu'il y a des bonus de cartes qui vont s'appliquer juste à une époque et puis à une autre. Donc, on a... si je ne me trompe pas, la carte là, qui nous permet de nous déplacer, ben, elle va aussi nous permettre de construire des villes proches de caravanes quand on est genre à l'époque 2. Mais à l'époque 3, ce bonus-là, tu l'as plus. Ça te permet encore de te déplacer et de faire des actions commerciales, mais ce bonus de construire une ville à côté d'une caravane n'est plus là. Donc, si tu voulais en profiter, il fallait que tu en profites pendant cet âge-là. Donc, oui, elle va être plus puissante, mais ça se peut qu'elle soit vraiment différente ou qu'elle ait quelque chose qui soit unique à l'âge. Quoi dire d'autre de plus? On va pouvoir construire plein de villes. Ça va être des objectifs. Et contrairement aux jeux vidéo aussi, on n'est pas en train de vouloir gagner la partie de une des 5 façons là, un peu classiques qui était présente dans l'autre version et qui est présente dans le jeu vidéo. Mais on va avoir des objectifs qui vont nous dire il faut que tu remplisses 3 de ces 6 objectifs-là pour pouvoir gagner la partie. Puis les objectifs, ça va être d'avoir un certain nombre de villes, d'avoir un certain nombre de pays, de territoires contrôlés, d'avoir un certain nombre de merveilles, parce que bien sûr, il y a les merveilles du monde qu'on va pouvoir construire dans nos villes. Donc, reste quand même assez proche. On le sent, on a le feeling, mais on est dans une expérience de jeu de civilisation en 1 à 2 heures, dépendamment du nombre de joueurs et donc de l'expérience aussi des joueurs. Mais superbe jeu, belle implémentation. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et toujours prêt à jouer une game. Oui, JF. Je vois que tu te forces pour le vendre. Non, je me force pas, tellement pour en parler pendant 10 minutes encore. C'est ça, je dis. Tu t'en parles longuement. Tu veux vraiment nous convaincre là, qu'il a sa place dans le top 20. Oh my God, c'est fatigant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que la mécanique que tu as mentionnée avec les cartes, c'est une réelle innovation, selon moi, en fait. C'est cette manière de gérer les actions. Je trouve qu'ils ont vraiment été chercher là, quelque chose d'unique. Top 20, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, ensuite, nous sommes rendus au 16e jeu de tous les temps sur notre liste. Et sur BGG, on arrive avec un jeu qui s'appelle The Seventh Continent. Un jeu qu'on a beaucoup entendu parler. Pas un legacy, mais un jeu de campagne absolument épique avec coopératif, une aventure majeure. Donc, c'est un gros jeu. Je n'ai pas joué, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur ça. Ça serait facile de le catégoriser là, comme un jeu de miniature un peu à la mode, là, mais je suis persuadé que ça, c'est encore une fois... On est plus dans le jeu d'exploration narrative que dans le jeu de miniature en soi, là, même s'il y en a, là, je te dirais. Je l'ai pas joué, mais oui, il me tente beaucoup. Là. Il a l'air très intéressant. Ouais, donc ça va être à suivre, gros jeu. Là. Je sais pas encore une fois, est-ce que c'est le genre de jeu qui est en français? Est-ce qu'on va y avoir accès en français? Ça, c'est à voir. En 16e position, de mon côté. Ouais, on est là, on sent. Mais en fait, c'est que ces jeux sont tellement épiques. Non, mais t'as pas l'air fatigué, t'as juste l'air zen. C'est bizarre, un peu fatigué aussi, mais... Je suis zen, mais je suis surtout complètement explosé par la qualité de ces jeux. Je regarde ça et j'y crois pas. En fait, chaque jeu, je suis comme, quelle merveille, quel chef-d'œuvre des plus incontestables et des plus magnifiques, des choses qui ont façonné ma vie de joueur. Je regarde ça et à la fin d'un top 100 fait en une journée comme ça, on dirait que ça a vraiment une valeur de parler de ces jeux-là. Je le ressens et c'est un jeu qui aurait pu être plus haut, hein, en 16e position, un jeu québécois. C'est le jeu Backstab. Le jeu Backstab, a political and strategic live action card game. Donc, on est très près du grandeur nature, mais simplifié en jeu de table.
Vous savez, j'ai tellement parlé souvent de Backstab. Pour de vrai, ce jeu-là n'est pas parfait, ok? Ce jeu-là est même loin d'être parfait. C'est un jeu ultra, ultra indie qui n'a pas passé par les barrières de l'édition comme on le connaît, qui n'a pas passé par les vecteurs de l'industrie standard. C'est un jeu qui est très punk à sa façon, très auto-édité. Dans les débuts de Kickstarter 2014, on parle de quoi? 2000 copies imprimées, probablement montées à la main. Euh, Jeu dans lequel on va émuler en fait un grandeur nature, jeu de déduction sociale si on veut, où on va incarner des personnages dans la cour du roi et on va essayer de remplir nos objectifs. Jeu tellement immersif avec une narration qui est comme imbriquée dans le jeu et qui force certaines choses à se produire, mais sans que tu t'en rendes compte. Tu sais que la reine va toujours être contre la courtisane, mais tu sais que la reine va avoir un entourage qui va être très fort et que les loyalistes vont être d'un côté, les rebelles de l'autre. Le roi va se tenir au centre près du magistrat et du trésorier. Donc, il y a vraiment... c'est une expérience. Ça dure à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Les gens vont se déplacer partout d'une pièce à l'autre. Et ils vont avoir des cartes dans les mains qui vont être des objets qui vont s'échanger entre eux, de l'or, des livres, plein de ressources que les gens vont s'échanger sur les cartes. Il y a des objectifs uniques à chaque personne. Donc, je vois que JF en perd le contrôle, mais on s'entend que c'est pas un jeu de table, ça. mais là, il est sur BGG. C'est un jeu québécois qui a été kickstarté comme un jeu un jeu de cartes, en fait, hein, mais qui repousse les limites. Tu me parlais de jeux hybrides tout à l'heure. On est dans l'hybridité, pas nécessairement technologique, mais avec le grandeur nature, en fait, hein. Comme Diplomatie, là, on est dans une catégorie très similaire à Diplomatie avec ça. OK. Alors, c'est Backstab. Faut s'organiser des parties. Il faut que ce jeu-là ait un remake qui revienne en place, qui le rend juste un peu plus jouable. C'est nécessaire. Top 20, Simon, là. Il peut pas avoir de réédition là, meilleure que ça. Non, Top non. 20, là. Top 20. Mon numéro 16, enfin, un jeu qui va faire l'unanimité. C'est pour rien dire, enfin. Juger, là, mon top 20, ça n'a pas d'allure. Dominion Species. Dominant Species, GMT, je te laisse présenter la patente. Gros jeu de domination d'espèces, donc dans lequel nous allons incarner des amphibiens ou les reptiles ou je me rappelle plus quoi. Les Les oiseaux, c'est ça. les insectes, les mammifères. Et on va devoir faire grandir notre population, les faire migrer sur les différents territoires du plateau de jeu qu'on va continuer à explorer. Par contre, il y a la grande glaciation qui fait rage, évidemment, qui va un jour ou l'autre conquérir tout le plateau, mais qui, au début, est très, très important de contrôler, d'avoir la main là-dessus pour pas que les glaciations frappent trop nos territoires qui sont nécessaires à la survie de notre espèce. Donc, des territoires qui vont être entourés de nourriture ou de choses, ben oui, principalement de nourriture que ton espèce a besoin pour continuer à survivre et à se multiplier. En gros, c'est un gros jeu, gros wargame vraiment intense, hein. On met ça c'est une belle thématique et tout, mais c'est un gros wargame de placement d'ouvriers parce que c'est vraiment la première phase d'un tour, c'est qu'on va placer nos ouvriers à tour de rôle sur l'espace du plateau, qui est quand même un gros espace dédié avec toutes les actions possibles. Et ensuite, ben, du haut en bas, va résoudre chacune des actions. Un pur worker placement. Hein? Absolument, un peu pur, worker placement, mais en même temps, on est dans du GMT Wargame à fond parce que c'est un jeu de confrontation, contrôle de territoire. Ton but, c'est d'amener ces espèces-là, d'avoir le plus pour contrôler le territoire, faire des points. On est complètement là-dedans aussi. Là, oui, c'est un jeu unique, un chef-d'œuvre. Je pense qu'on aura même la chance d'en reparler. Probablement yes. qu'on aura peut-être même un triplet d'ailleurs. On l'a déjà vu, hein, je crois, dans le top 100 de BGG en 51e position. Donc, on aura la chance d'y revenir là, un peu plus tard. Numéro 15.
15e position sur Board Game Geek, on retrouve le jeu Spirit Island, sorti en 2017, qui est un jeu avec une thématique vraiment unique et excitante. On va jouer des dieux, des spirits, hein, les dieux de l'île, et on va défendre, si on veut, la population locale, les indigènes locaux contre les colonisateurs qui veulent se pointer sur l'île et coloniser l'île. Donc, chaque joueur incarne un dieu qui est le dieu d'un certain élément. Donc, on va avoir le dieu de l'eau, du vent. Et j'ai pas joué, là, mais ça a l'air vraiment cool comme jeu. J'étais très curieux de moi la aussi, sortie de ce c'est jeu-là. un des jeux. En plus de le voir aussi haut, en De voir 15e, ça me 15e surprend. position, j'avais aucune idée qu'on allait voir ça, là. Non, c'est ça, exact. C'est un jeu qui aurait pu passer un peu plus inaperçu. Ce que j'avais l'impression, mais numéro 15 quand même. C'est big, Non, 12 c'est un 000 must, personnes c'est à ont essayer. raté ça. Ça passe pas inaperçu du tout, là. Intéressant aussi comme thématique. Hein, je trouve ça une belle, Oui, une oui, belle thématique. oui, C'est intéressant. Donc, c'est j'ai assez unique, là. vraiment hâte de l'essayer. Ouais, puis c'est un peu le premier jeu aussi de cet auteur-là. Donc, son nom, désolé, c'est Eric Reus. Donc, premier jeu de cet auteur américain. Mon numéro 15, un autre jeu québécois. Dans mon top 20, il y a probablement 3 jeux québécois, mais là, c'est 2 de suite, hein. On est backstab et là, on est de l'autre côté complètement. On était dans le punk du punk et là, on est dans le raffiné et le calculé, en fait, et la qualité de mise en marché du Scorpion masqué avec le jeune prodige Thomas Dagenais-Espérance. Cette collaboration entre eux a créé le jeu Décrypto qui est l'emblème québécoise. En fait, il y a un avant et un après Décrypto pour la scène ludique Ça québécoise. maintenant, là. Moi, je le sens vraiment comme ça, en fait. Là. OK. Je le sens vraiment comme ça. Décrypto, qui est un jeu qu'on a parlé, et en fait, de voir qu'il est 147e sur BGG, deuxième dans les jeux de party. Je me demande, en fait, s'il y a un jeu québécois qui est plus haut que 147e. En fait, je me demande s'il y a un jeu québécois qui est plus haut que, mettons, 500e. Mais je sais pas, là, je fabule un peu, je serais curieux de voir. Mais ça va être à étudier, ça, éventuellement. Donc, des cryptos, Ben oui. bravo. Bon choix. Bravo. Mon numéro 15, et c'est le jeu, un jeu emblématique de mon début de carrière de gamer, un jeu qui m'aura plongé à fond dans le hobby, dans le but d'optimiser tes palettes puis tes boîtes pour faire l'usine la plus parfaite et la plus optimale en engageant aussi des employés, en gérant ton taux de puissance utilisée, en évoluant tes machineries pour être plus efficace. C'est le jeu Power Grid Factory Manager, donc jeu emblématique de 2009 du savant fou Friedman Freeze. Et oui, en effet, un jeu peut-être moins expérimental que ce qu'il fait maintenant, mais toujours avec ces petites règles un peu funky que tu te dis ça pourrait être plus simple comme jeu, mais on va quand même l'apprécier dans sa forme. Donc, avec plusieurs phases, avec des mécaniques assez différentes. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à des jeux vidéo, un peu des jeux de management, des jeux de construction. On est un peu dans ce fil-là. Un jeu dans lequel il y a beaucoup de contrôle, malgré l'aspect, il y a des phases d'enchère quand même, mais le hasard est quand même assez peu présent là, dans le jeu. On est quand même assez en contrôle et tu peux prévoir un peu ce que les autres vont vouloir miser ou avoir comme machinerie. Donc, pas un jeu que je sors assez souvent, malheureusement. Un jeu qui est assez dur à sortir, mais qui se joue jusqu'à 5 joueurs, qui est vraiment le fun. Toujours partant pour une partie de Factory Manager. Oh, quel jeu! Quel jeu! Et ça reste quand même probablement un des plus raffiné, si on veut, de Friedman Freeze, un des plus élégants, un des plus bien construits, en fait. Je trouve qu'il est très facile d'approche, très accessible.
Factory Manager. Ouais. Hein, Dans le fond, avec Power Grid, il a sorti Factory Manager et The First Spark. First si je me Spark, trompe pas. Et j'ai l'impression que ces deux-là ont tombé un peu plus rapidement dans l'oubli. Power Grid étant le jeu emblématique de Friedman Freeze. Ouais, moi, j'ai toujours cru, en fait, étonnamment, que Factory Manager, et là, je me rends bien compte que c'était pas le cas avec notre top 100 qu'on fait là, mais que Factory Manager était toujours plus connu que Power Grid et même plus populaire, étant un peu plus court, un peu plus accessible. J'aurais pensé ça, finalement. C'était pas le cas du tout, en fait. Ouais, ben non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est Power Grid qui est connu, mais les deux autres, plus ou moins, même The First Spark, pour vrai, personne. Ouais, mais The First Spark, c'est un peu plus obscur c'est un peu et plus obscur, ouais. peut-être un peu moins petit peu bon moins des bien réalisé, trois. ouais. Là, c'est ça, un Ouais. peu le plus. Là, il commençait déjà à expérimenter des choses d'un autre niveau. Là. Ça se sent un peu plus étrange. Là. Ouais, exact. D'ailleurs, ce jeu-là était pendant longtemps ton top 1. Ouais, il a été longtemps dans le top 10 même. Et je là, on dirais, est là. top 15. Top 15 Donc, quand il même. perd des positions graduellement, mais tu as un côté, j'imagine, nostalgique assez Ouais, fort. Hein. ben, c'est sûr. Je pense pas que ça va prendre du temps avant qu'il quitte le top 100, à mon avis. Peut-être dans 10 ans, on verra. Mais si j'ai réussi à le ressortir au moins 2 fois dans ce temps-là, il va rester. Il perd quelques positions, mais sans plus. C'est ça. Numéro 14. Du côté de BGG, nous avons les châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne, donc un Stéphane Feld là, dans tout ce qu'il y a de plus brut et de plus pur, beaucoup de façons de faire des points, jeu de dés en même temps, donc avec une espèce de part de hasard pour le choix des actions qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir en reparler de toute façon, hein, JF. Ouais. Ouais, toi, t'as-tu ça plus loin ou? Moi, j'ai pas joué assez pour pouvoir Ok, le mettre. ok, sur le ok, titre. ok, Je l'avais joué il y a quelques années. Je sais que on en parle comme tout le monde en parle comme un chef-d'œuvre de Stefan Feld. D'ailleurs, probablement son plus haut sur la liste. Mais non pas assez de parties là, pour qu'il soit dans mon top. Mais probablement qu'il pourrait le faire là, si j'avais quelques parties de plus. Et là, on arrive à mon numéro 14. Let's go, lâche pas! T'es capable! Je suis surexcité, en fait. J'ai de la misère à me contenir pour de vrai. J'ai l'air un peu amorphe et tout ça. Ça fait quand même 14 heures qu'on fait ça. Mais je suis comme... Je vois ces jeux-là et à chaque fois, j'ai une vague de sentiments face au génie de ces créateurs. Des gens qui ont créé ces jeux de toutes pièces dans leur bureau, sur du papier. Des esprits qui ont créé ces systèmes-là. Et là, c'est un jeu sorti en 2017. Un jeu qui ne sera jamais plus connu que maintenant, en fait, malheureusement. Un jeu de Kramer et de Kessling. C'est le jeu Reworld. Reworld en 14e position. Oh, si élevé! Wow! Un jeu que je crois Wow. même qu'il pourrait monter encore si j'avais la chance de jouer 2-3 parties supplémentaires. Encore une fois, je ne sais pas combien il y a de copies de ce jeu-là au Québec. Je remercie PP7 d'en avoir amené une via la collection du Randolph. Je pense que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être joué. Un jeu, comme tu l'as dit si bien, il y a quelques épisodes en 2 phases. On va remplir nos vaisseaux mères et on va les vider. Et il y a un concept de pile, de stack, on va dire, en programmation. Donc, on empile des éléments et on les vide dans l'ordre inverse dans lequel ils ont été rentrés. Donc, le dernier à être rentré va être le premier à être sorti. Et il y a toute cette gestion de modules qu'on va remplir notre vaisseau mère pour aller coloniser des planètes. Et on veut optimiser vraiment l'ordre dans lequel on a fait les choses. Jeu en 2 étapes. Et c'est quand même pas un énorme jeu. Hein. On parle d'à peu près 60 minutes pour des joueurs qui vont être habitués. Et une chose qu'on oublie souvent de parler lorsqu'on parle de Reworld, c'est toute la mécanique de sélection des modules dans la phase 1, qui est un jeu de cartes, mais vraiment bizarre. Vraiment en fait. bizarre. Ouais. Vraiment bizarre. Un jeu de cartes où on aura plusieurs restrictions sur l'endroit où on va pouvoir jouer nos cartes, mais l'endroit où on va pouvoir jouer nos cartes détermine les modules qu'on va choisir. Vraiment bien pensé et
pour moi, ReWorld, c'est un jeu qui est complètement à contre-courant des tendances actuelles, en fait. Et même au niveau du visuel, il a l'air vieux et il n'était même pas Ah, sorti il a l'air encore. vieux, absolument. Est-ce qu'il a manqué d'amour? Est-ce qu'il a été fait dans une espèce de pensée ancienne des jeux, en fait, complètement décalée de la réalité, ou c'est juste qu'il est comme ça, il est décalé de ce qu'on connaît. Je trouve que c'est ce qui en fait un jeu qui est encore plus excitant et à chaque fois arrive à me surprendre, là. Ah ouais, ben écoute, ça me surprend qu'il soit si élevé, même si je savais que tu avais bien aimé ça. Ah ouais, il a monté. Il Ah a ouais, monté, ouais, ouais. il a monté vite. En fait, c'est le genre de jeu que Ah quand je ouais. commence à y penser, il peut dépasser plusieurs jeux, là. Tu sais, il peut monter de 20, pas 20, mais peut-être une dizaine de positions assez facilement, là. Je comprends. Je comprends. Moi aussi, c'est pour vrai, si j'avais une copie qu'on y Avoue que jouait, là, là, tu probablement. te dis, ah oui, il pourrait être un peu plus haut dans ma liste, là. Ah ouais, il pourrait être à la place du jeu là, que je parlais là. Là. Oh, non, Jeff, c'est pas bien, tu C'est peux pas pas faire ça. ça. Non, 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 je vais pas faire ça, surtout que c'est un jeu qui va se retrouver beaucoup plus haut sur ta liste. Et c'est un jeu où nous allons préparer des défilés de mode Ouh là là, et ouh là préparer nos là. collections dans le but de faire les meilleurs shows. Et c'est le jeu prêt à porter Ouh, yeah. polonais comme tout. Un jeu vraiment où on va avoir notre entreprise de vêtements et nous allons devoir créer des collections dans le but de faire des shows et montrer notre collection au public. Mais on va avoir toute la business à gérer, des bâtiments qu'on va pouvoir acheter, des employés qui vont nous donner des bonus, tout le tissu, tous les bouts de tissu qu'il faut aller acheter un peu partout, de la soie vraiment rare, des Indes, donc tout ce matériel qu'on va devoir aller récupérer dans le but de confectionner une collection, de le présenter. C'est un jeu que j'ai très hâte de rejouer. C'est un jeu que j'ai pas joué assez, mais qui assez pour qu'il soit assez élevé sur ma liste. Depuis longtemps, il est assez élevé par sa thématique assez funky et peu classique. J'ai bien hâte de voir la nouvelle édition avec une boîte assez glamour. Donc, on remet un peu au jour l'esthétique du jeu. Bien hâte de voir cette nouvelle édition-là, mais bon jeu, hein, je pense qu'on va en parler aussi un peu plus tard, prêt à porter. Je suis vraiment étonné, en Mhm. fait, que ce soit si haut dans ta liste. Je suis agréablement étonné, bien entendu. On aura la chance là, de revenir là-dessus en détail. En 13e position. Et là, on va commencer par BGG. En 13e position, on a une autre version de Brass. Brass Birmingham, qui est, je crois, le dernier qui est sorti, 2018. Un gros Martin Wallace qui a été développé par deux autres personnes aussi en même temps pour en faire sûrement l'apogée de ces gros jeux de train et de développement industriel, en fait, qui, si on peut imaginer un Martin Wallace, là, c'est un gros jeu, un 2 heures, très, très gris. Mais en même temps, ça a l'air excellent, là. Le jeu, il n'est pas plus beau Nous, qu'Automobile, là, sauf que... il n'est pas plus beau qu'Automobile. Ben, voyons donc. ben, en tout De cas, quoi tu parles? on n'est pas loin, on n'est pas loin, De là. quoi tu parles? C'est le jour et la nuit. En tout cas, on n'a pas joué aucun de nous deux. Donc, en 13e position, c'est ça, peut-être un choix un peu controversé. Il aurait pu être plus haut. Il s'agit du jeu Pandémie Legacy saison 1. OK. OK. Je sais pas Pas dans le pourquoi. top 10. OK. Je Tu sais l'as pas pas. fini. Hein? C'est ça, je l'ai pas fini. Puis je prends ça aussi sur le fait que je l'ai pas fini. Tu sais, est-ce que je devrais pas ne pas l'avoir fini? Ouais. Tu Tu sais, l'aurais fini s'il avait été dans ton top 10. Ou il aurait exact. été dans ton top 10 si tu l'avais fini. Exact. Et je blâme aussi un peu la façon dont je l'ai joué. Pour ce qui était la Ah façon ouais, dont je ouais, faisais. ok, ah ouais, le gars qui dit non, vous n'avez pas besoin d'avoir le même groupe, tu peux te pointer dans n'importe quel groupe, jouer avec n'importe qui, c'est pas grave, tu peux avoir 15 games en même temps, c'est pas grave. Ok. C'est ça, exact. Mais en fait, je rêve encore du jour où un pandémie va pouvoir permettre, pas un pandémie, un jeu Legacy va permettre ça. Donc, de ne pas être obligé de commencer avec le même groupe Mm. et de finir avec le même groupe.
Oui, je pense que c'est difficile de le finir parce que c'est quand même plusieurs parties qui vont revenir à la fin. Il me reste en fait malheureusement comme 2 ou 3 parties pour finir, Ouais. mais ça ne s'est pas donné. Là, ça fait longtemps, donc là, il y aurait beaucoup de Ouais, le tempo rafraîchissements de règles à venir. est perdu un petit peu. Là. Tu sais, c'est Exact. vraiment le genre de jeu, le plus vite tu le finis, le mieux c'est, là, le plus Et oui, oui, condensé. Là, tu sais. exactement. Et encore là, on pourra probablement me blâmer pour ça, mais on se rappellera, ce top 100-là est subjectif à nous. Mhm. Et ça revient que si je l'avais fini, probablement qu'il aurait été dans le top 10. Je ne l'ai pas fini, il est quand même là. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre et ça pourrait probablement être le premier jeu sur BGG. En ce moment, c'est le deuxième et je pense malheureusement qu'il va rester deuxième pendant un petit bout, mais pourrait être le premier jeu parce qu'ils ont déployé des moyens là, absolument uniques. Ouais, ouais. OK. OK. Euh, évidemment, mon numéro 13, ce qui complète officiellement le triplette du jeu Orléans. Donc, présent sur nos 3 listes BGG et nous 2. Donc, Orléans, ben, sans dire vraiment plus, un jeu de deck building, mais avec des jetons. Et on va pouvoir aller donc récupérer de nouveaux jetons dans la partie, mettre dans le sac, dans le but de récupérer ces personnages-là et les faire travailler à différents endroits. Ce qui est le fun, c'est justement ces personnages qui sont différents, que tu vas pouvoir essayer de te concentrer sur certains personnages qui vont te permettre de faire certaines actions. Aussi, le fait que des actions vont souvent pas nécessairement être, tu vas pas être nécessairement capable de le faire pendant un tour, mais tu peux laisser des employés là et au prochain tour, si tu piges le bon pour aller le compléter, tu vas pouvoir aller le compléter et donc faire l'action de ce lieu aussi. Je pense que c'est un jeu qui est superbe. Là. Moi, j'ai fait quand même quelques parties. Probablement que c'est un jeu que je voudrais avoir dans ma collection pour pouvoir le sortir. Je serai en mesure de le sortir plus souvent. Vraiment, vraiment très bon. En plus, on me parle souvent de l'extension que j'ai pas essayé, mais qui paraît qu'il rajoute beaucoup au jeu, qui le rend un petit peu moins. Parce que je pense qu'au niveau de la rejouabilité, peut-être un petit peu une limite, mais avec une extension, il augmente beaucoup. Et c'est un jeu que je trouve vraiment. Je peux rejouer n'importe quand. C'est tellement bien fait comme système et de voir ce jeu aussi qui joue avec l'interaction un peu indirecte entre les joueurs. Tu la sens quand même, mais tu peux quand même faire ton petit truc dans ton bar puis pas trop t'en soucier puis c'est pas trop un problème. Mais comme la dose est bien dans ce jeu-là. C'est un jeu magnifique pour moi. Donc, Orléans qui complète officiellement le triplet. Cela fait maintenant près de 15 heures que nous travaillons sur cette saison. Une saison, une journée. Donc, ça fait 9 semaines pour vous. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. J'ai chaud. Il fait chaud maintenant. Hein? J'ai Il la fait chaud, hein? tête toute On est en humide sueur. et Là. Non, mais une chance qu'on change encore de vêtements. Hein? Ça serait ouais, une vraiment chance, sinon mal si c'est on était vraiment habillé comme dégueu. ça depuis ce matin. Orléans, en fait, j'adore ce jeu. Bravo. Numéro 12 sur BGG, nous avons Terra Mystica. JF t'a parlé tantôt. Pour moi, c'est le genre de jeu qui pourrait très bien être dans mon top 100 et même, comme je disais, il a été dans mon top 10 vraiment longtemps si je me fie simplement euh, aux notes que j'ai données en fonction de l'époque. Malgré tout, ça fait trop longtemps que j'ai joué pour vraiment pouvoir le positionner là, à une place agréable dans mon top 100. Mais je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait très bien se retrouver là. Très cool. Numéro 12 pour moi, on arrive avec pas le dernier jeu de négociation, mais probablement, mais presque le dernier jeu purement d'échange et tout ça de ma liste. Le jeu Chinatown. Mm-hmm. Oh oui. Vous connaissez mon amour des jeux d'échange, Chinatown, la quintessence des jeux d'échange. Même s'il y a un côté qui est un peu trop calculé, ça reste qu'il y a peu de jeux qui te font sentir là, que tu construis quelque chose autant que Chinatown et que tu peux faire des ententes qui sont cruciales et définitives pour le futur. Décisives, bien entendu, pas définitives, décisives.
L'idée, c'est pas le genre de jeu où on veut crosser le monde dans des échanges parce que c'est presque impossible vu que presque toutes les valeurs sont calculables. L'idée, ça va plutôt être d'être la personne qui va faire le plus d'échanges à valeur positive. Donc, c'est un jeu dans lequel on veut maximiser ces échanges et pas nécessairement faire des gros échanges et essayer d'enfiroiper le monde. Le but, ça va vraiment être de maximiser son taux d'échange. Euh, Tellement de parties mémorables de Chinatown pour moi. Les situations, les négociations qui se sont passées. Je trouve que c'est un jeu aussi qui rappelle beaucoup la vraie vie au niveau des négociations parce que les valeurs sont faciles à calculer. Mais ils sont prévisibles plus que ça va être OK, ben là, on roule un dé, on ne sait pas combien ça va donner. Non, non, tu sais exactement combien d'argent ce deal-là va te rapporter, même si tu es au tour 3. Tu sais exactement Et ce combien il qu'il va te rapporte à rapporter. l'autre aussi. Exactement. Tu sais exactement ce qui te rapporte et ce qui rapporte à l'autre. Donc, ça permet vraiment de faire des échanges qui sont intéressants et justes. Ben oui, ça ne me surprend pas de le voir aussi haut dans ta liste. Bon classique là, malgré un jeu d'échange, hein, tu sais, qui est un peu plus haut, un peu plus lourd. Mais je comprends. Bon choix. Mon numéro 12, c'est le jeu Castle of Mad King Ludwig. Oh Alors, oui, monsieur. Béziers Game, Boum, Ted boum, Alpage, boum. tu en as parlé un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, Castle of the Mad King. un jeu où on va construire un château, mais bizarre. Là. Frankenstein. Bizarre. On va avoir des sous-sols, plein de types de bâtiments. On va pouvoir placer des salles de récréation, des outdoors qui mènent vers un petit jardin. On va pouvoir placer des salles de torture, des voûtes de la veineuse. On va pouvoir placer des endroits pour préparer la nourriture, pour se détendre, des petits salons. Donc, plusieurs types. En fait, 8 ou 10, puis très sûr, types de bâtiments, en fait, de salles qu'on va pouvoir construire dans ce jeu, qui ont toute une façon de nous rapporter des bonus si on réussit à la compléter. Compléter une salle, c'est tout simplement connecter toutes ces portes avec d'autres salles, que ce soit un corridor ou d'autres salles. Et chacune de ces tuiles-là, on va les placer dans notre château, on va essayer de les connecter pour maximiser nos bonus et nos points. Mais c'est un jeu de construction. Puis une des mécaniques centrales du jeu, c'est que à tour de rôle, le premier joueur est le Master Builder. Le Master Builder a un pouvoir tellement fort sur le jeu parce que à tous les tours, il va avoir 6 tuiles, disons, disponibles dans le marché. Il va choisir le prix de chacune de ces tuiles-là. Il y a 6 espaces, donc de 12 000 à 2 000. Et il doit placer une tuile par espace. Donc, il ne peut pas en placer 6 sur le prix de 12 000. Donc, il en choisit une à 12 000. C'est bien pensé. C'est vraiment bien fait. Puis, ce que j'aime là, de cette mécanique-là, c'est contrairement aux autres jeux de marché traditionnels où, quand tu prends une tuile, tu les tasses, puis plus ça fait longtemps qu'elle est là. Là, tu pourrais prendre une tuile à 2 000, puis tu dis non, maintenant, je pense qu'elle vaut 12 000. Oh, oui, les valeurs sont vraiment pas refaites chaque que tour. Là. telle personne ait cette tuile-là, donc je vais la forcer. Ou cette personne-là a juste 10 000, je la mets à 12 000, comme ça, je suis sûr qu'il ne l'a pas. T'sais. On se rappelle bien Donc, entendu, la particularité vraiment cool, c'est que quand les gens achètent les tuiles, ils payent à toi. Builder. Donc, Exactement. tu veux quand même que les gens y achètent aussi parce que c'est comme ça que tu fais ton argent. Oui, ou tu sais qu'il y a 10 000, tu la mets à 8 000 parce que tu te dis il va peut-être y aller. Si tu le mets à 10 000, il va peut-être pas la prendre. Parce qu'il y a des tours. Parce que aussi, quand c'est à ton tour, tu as le choix soit d'acheter une des tuiles disponibles dans le marché ou tu as le choix de passer ton tour et de recevoir 4 000 Mm-hmm. Mais là, disons que tous les joueurs passent leur tour parce que tu as mis un marché de merde. Toi, tu as reçu 0 $. Ouais, là, t'es pas content. C'est la façon principale de faire de l'argent, c'est de vendre des tuiles. Vendre des tuiles. Parce que sinon, à ton tour, tu fais rien puis tu reçois 4 000, mais tu n'es pas en train de construire. Donc, je te dirais qu'il y a même un peu de négociation là, dans le sens où je te dis non, mets ça à 10 000. Si tu mets ça à 12 000, je te l'achète pas. En fait, je te boycotte. Puis là, je dis aux autres non, il met ça trop cher, boycottez-le. Genre, si tu mets ça trop cher, on va tout te boycotter, tu n'auras pas d'argent. Il y a quelque pression, chose. Là, une pression que tu peux. Il y a des petites phases de négociation très cool. C'est léger, mais ça fait partie du jeu, c'est très le fun. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le fait que ce soit un jeu un peu de construction, de building. En plus c'est très funky. Tu vas toujours avoir des trucs très différents selon les tuiles, le marché et les objectifs. Il y a des objectifs personnels, il y a des objectifs
commun là, qu'on essaie d'obtenir dans le but de faire le plus de points de victoire. Superbe jeu, moi je l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est aussi haut, évidemment. Numéro 12, Mad King Ludwig. Ouais, très bien choisi. D'ailleurs, ça complète le triplet des trois listes. Donc, il était j'avais 97e et pas, sur ma liste, j'avais oublié. était dans les top 50. Donc, Nice. c'est très cool de voir ça. Je pense que c'est un jeu qui mérite vraiment sa place. Je suis content de voir qu'il est dans le top 100, même si c'est un jeu là, qui est. Tu sais, Commence à être un petit peu vieux. Ouais, Là, un petit peu vieux et qui se sent comme pas artisanal, mais tu te dis, est-ce que c'est vraiment tête, mais c'est pas si important. C'est un peu, les pièces sont toutes bizarres. C'est comme un jeu un peu étrange. Hein. Mm. Numéro 11, le dernier épisode, le dernier jeu de l'épisode 9. Donc, avant qu'on rentre là, dans le méga top 10 de tous les temps, sur BGG, on retrouve en 11e position War of the Ring. Très cool. Pas jeu narratif, un gros jeu de confrontation mais dans lequel on va revivre l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais très bien amené. Les cartes qui forcent, en fait, parce que les cartes te mettent certaines conditions de base qui fait que si tu as une carte qui devrait arriver à la fin de l'histoire, tu ne pourras pas les réaliser à cause qu'il y aura certaines conditions qui ne vont pas être remplies encore. Donc, avec cette simple mécanique-là, ça fait que c'est très facile de mettre en place une structure narrative qui va toujours être la même. Bien entendu, c'est peut-être un peu la faiblesse du jeu, pas la faiblesse, bien entendu, c'est dans le top 11 là, de BGG, c'est dans mon top 100 personnel aussi. Pas vraiment une faiblesse du jeu, mais le fait que les parties vont se ressembler un petit peu à chaque fois parce qu'on rejoue la même histoire. Ouais, c'est très scénarisé. C'est très sur rail, on va dire un jeu sur rail, donc on suit la même rail à chaque fois, mais c'est les petits détails qui vont faire la différence. Est-ce que Aragorn se pointe en prince? Est-ce que Gandalf fait quelque chose d'héroïque? Est-ce que Saruman est présent pour tel combat? Donc, toutes des petites choses qui vont faire la différence. Nice. Mon numéro 11, un jeu qui se passe là, vraiment d'introduction et de description. Alex Randolph dans toute sa splendeur, 1999, Ricochet Robot. Vous savez, il y a un an, on a tenu un tournoi international de Ricochet Robot en République dominicaine. C'est un jeu qui traverse les époques, qui s'adresse vraiment à plusieurs personnes, un jeu qui va favoriser le développement cérébral de nouveaux, qui va favoriser en fait le nouveau comportement de certaines connexions dans votre cerveau. Vraiment très, très cool. Un jeu de logique pure et un casse-tête, en fait. Hein. C'est un casse-tête. Ricochet Robot peut autant se jouer à 1 qu'à 1 million. Sur un gros projecteur. Sur un gros projecteur ou en ligne. En ligne. Ouais. Bon choix. Mon numéro 11 pour finir cette liste, un jeu funky comme tout, un jeu comme on ne voit pas souvent le jour, un jeu de Baka Fire de style manga, et c'est le jeu Tragedy Loopers. Oh là là, Tragedy GF, tu Loopers sors ça de loin. 2011. Wow! J'ai rejoué récemment. OK. Très bon. J'imagine que ça t'a confirmé ton Ça choix l'a confirmé. de le mettre Ça là, aurait hein? pu dropper si j'avais pas fait des games plus récemment. On l'a joué beaucoup quand il est sorti et pas beaucoup les dernières années, malgré tout. Mais un jeu un peu difficile à expliquer, mais dans lequel c'est un 1 contre tous. Donc, jusqu'à 4 joueurs, 1 contre 3 inspecteurs. Et un des joueurs va être le maître du mal, le criminel en chef, qui, son objectif, c'est qu'il y ait un crime qui se déroule à chaque fois. Mais les inspecteurs ont un pouvoir. Ils vont retourner dans le passé, refaire les événements, essayer de comprendre les liens et essayer d'éviter que le crime ou le meurtre se déroule. Et tout ça, ça va se passer avec une loupe temporelle, Tragedy Loopers. Donc, en début de partie, il y a toujours 4 lieux sur la partie. C'est un jeu à scénario. Donc, selon le scénario, on va placer différents personnages dans les différents lieux. Et ces personnages-là ont
un rôle, là. C'est la secrétaire, c'est le policier, c'est l'écolière. Bon, ils ont peut-être un pouvoir, peut-être pas. Ils ont un niveau de vie, un niveau de frayeur, disons. Des trucs qui peuvent arriver, on ne sait pas trop pourquoi dans le jeu, mais des petits jetons qu'on va mettre dessus. Les inspecteurs vont pas trop comprendre pourquoi, mais tout ça, il y a un lien parce qu'en plus d'avoir leur identité révélée, ben, ils ont une identité secrète. Et selon le scénario, ben, la secrétaire, c'est peut-être la meurtrière, le policier, c'est peut-être l'espèce de protecteur de la victime, puis l'écolière, c'est la victime. Et si, à la fin d'un tour, la secrétaire et l'écolière sont dans le même lieu seuls, ben, la Le secrétaire, meurtre se meurtre se produit. produit. Mais il y a d'autres... C'est pas nécessairement la seule chose qui peut se passer pour qui déclenche un meurtre. Il y a d'autres façons. Il y a quelqu'un qui peut se suicider. Fait que le but des inspecteurs, c'est de comprendre tous les liens, toutes les choses qui peuvent se passer et éviter que ces choses-là arrivent. Donc, éviter que certaines situations, que telle personne soit présente en même temps que telle personne dans tel lieu ou qu'une personne ramasse un certain nombre de points de frayeur. Quand il y a des points de frayeur qui sont mis sur un personnage, au début, on ne comprend pas trop, mais souvent, on finit par comprendre qu'est-ce qui fait cet effet-là et essayer d'éviter que cet effet-là se fasse dans les prochaines loupes. Et dès que le meurtre se fait, donc dès qu'il y a un meurtre, boum, la loupe est terminée, le maître du mal va dire « Alors, telle personne est morte, vous avez perdu la loupe. » On remet tout, on reset tout. Mais tu sais pas nécessairement pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Le maître du crime ne va pas nécessairement dire pourquoi. Il va dire il s'est passé ça dans ce lieu-là, telle personne est morte. Et il ne va pas nécessairement dire pour quelle raison. C'est aux inspecteurs de regarder la situation finale, Et de de s'en comprendre. rappeler et de faire des déductions. Évidemment, on a des espèces de grandes feuilles qui peuvent nous aider à comprendre et à nous aider à savoir dans quel type de schéma on se trouve. Et c'est toutes ces... À force de loop, ben on va essayer de comprendre le master plan et ensuite empêcher le maître du mal d'effectuer son crime. Généralement, une partie, c'est entre 3 et 5 loops. Et dès qu'il y a un meurtre, le maître du mal a gagné la loupe et on fait une nouvelle. Et s'il gagne toutes les loupes, ben, il a gagné. Et dès que les inspecteurs empêchent qu'un crime se passe durant une journée, ben, il ne retourne pas dans le passé, donc il gagne la partie automatiquement. Assez funky. Pas vu beaucoup de jeux dans ce genre-là. Jeu que j'adore pour son aspect de déduction, son asymétrie, que c'est vraiment le fun aussi d'être dans les pieds du master du crime. Tu essaies de bien penser comment mélanger les gens, comment mélanger tes inspecteurs, comment les amener sur de fausses pistes, les faire croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, ben oui, numéro 11, Tragedy Loopers. Vraiment content que tu l'aies mis dans ton top. J'avoue que j'aurais pas osé le mettre parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Ouais. Mais c'est un jeu qui est effectivement très unique. Très unique, qui s'est attaqué au voyage dans le temps, au loop temporel, quelque chose qu'il y a très peu de jeux qui ont essayé de faire et qui le fait, somme toute, très bien. Ouais. Ouais, vraiment. Tragedy Loopers. Sans retourner dans le temps, ben oui, tu retournes dans le temps, mais c'est comme tu refais tout le temps un peu la même partie, mais c'est tellement bien pensé, comme c'est amené, puis c'est très, très pertinent comme mécanique. Tu sens pas que tu refais la même chose ou que tu repasses dans des sentiers battus. Là, quand tu recommences une loupe, tu regardes le jeu et les interactions entre les joueurs différemment. Puis tu es vraiment toujours dans l'apprentissage, essayer dans la compréhension. Donc, Et un contre tous, hein, qui a vraiment un impact, justement, qui ne sera pas remplacé par une application, d'après moi, ou qui pourrait plus difficilement l'être, peut-être. ouais, peut-être, mais bon, ça reste un jeu peut-être un peu trop mort. Oui, c'est ça. Ils ne Pour feront pas qu'ils- d'application. Ouais, il faudrait qu'ils fassent une nouvelle édition, un nouvel jeu, qu'ils mettent. Ben, peut-être, là, c'est possible, mais je suis pas sûr qu'il a marché assez pour qu'on le revoie en jeu, qu'on le revoie en réédition éventuellement, mais tellement particulier. Moi, je ne pouvais pas le mettre là, assez élevé. C'était dur de savoir où le mettre exactement, mais bon, il a été longtemps dans mon top 10. Hein. Il a été très, très longtemps dans mon top 10. Vu le manque de parties dans les dernières années, forcément, il a perdu un peu de place, mais l'avoir rejoué assez récemment, ça m'a remis dedans là, à fond. Là. Oui, je suis très content de voir ça. Ça conclut, en fait, notre épisode 9 et il ne nous reste qu'un seul épisode. Et en fait, on repousse encore les limites. On est rendu à presque 1h30 par épisode alors qu'on est supposé de réduire dans le temps. On augmente dans les temps. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est rendu à plus de 15 heures. Donc,
Merci beaucoup tout le monde hein, d'être là, d'écouter ça avec nous, de vous claquer 10 heures consécutives, 10 heures plus consécutives d'écoute avec nous. C'est vraiment apprécié. Donc nous, ça nous défonce de faire ça d'une shot. Et vous, merci d'écouter ça comme nous, on l'a fait et vraiment de vous exploser en écoutant ça. C'est un plaisir de faire ça avec vous. Merci à notre diffuseur jeux.ca. Merci à Phil Studio pour le matériel et JF et Simon au micro de notre top 100 de tous les temps.